Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette table ronde. Comme on n'est pas très nombreux, ce que je vous propose, c'est qu'on va changer un peu de la formule habituelle où on a 1 heure d'échange et puis d'échange entre nous et après une demi-heure d'échange avec la salle et de vous proposer de poser des questions à différents moments quand on a abordé différents angles. Donc cette table ronde, elle prend place dans le cadre des mutations du monde. C'est un cycle de conférences qui est organisé par l'Espace Mendès France avec l'Université de Poitiers. C'est un cycle où on propose de réfléchir aux transformations qui ont cours sur notre planète, dans notre société, à mieux comprendre ces transformations, les saisir, des transformations qui peuvent être de toutes sortes, des transformations sociales, environnementales, sur des aspects technologiques, même géopolitiques. Et je tiens d'ailleurs à remercier le comité scientifique avec lequel nous organisons ces événements, Régis Barrault, qui est maître de conférence en géographie au laboratoire Mimoc, et Nicolas Beck, qui est maître de conférence en biologie au laboratoire écologie et biologie des interactions. Et donc, par rapport à ce cycle qui s'intitule Mutation du monde, ce qui est assez marrant, c'est que si je ne me trompe pas, depuis son existence, nous n'avions jamais abordé les mutations dans leur sens premier, dans leur sens biologique, les mutations génétiques. C'est donc chose faite ce soir. Alors, mutations génétiques, selon le Larousse, ce sont des apparitions brusques dans tout ou partie des cellules d'un être vivant, d'un changement dans la structure de certains gènes transmis aux générations suivantes si les gamètes sont affectés. C'est déjà un petit peu complexe. Alors, si les gamètes sont affectés, donc des mutations héréditaires dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'on pense souvent, quand on entend mutation, à un phénomène naturel, aléatoire, un petit peu la loterie du vivant, et qui peut être favorisé par ailleurs par divers facteurs. On peut penser à la radioactivité, par exemple. Alors, en réalité, nous allons le voir, il y a d'autres sources d'évolution du génome que ces mutations classiques, si on prend la définition du Larousse. Des phénomènes qu'on pourrait aussi en soi qualifier de mutations, si on prend une idée un peu plus large de ce que ça peut être, comme le transfert horizontal de gènes, par exemple, dont on va parler ce soir, qui intervient entre espèces et qui concerne même l'être humain. Et puis, s'il est question de changement dans la structure de certains gènes, d'une modification de l'information génétique d'un génome, ne sommes-nous pas, nous aussi, capables de générer des mutations? Alors évidemment, le terme n'est pas forcément approprié, mais nous créons bien des organismes génétiquement modifiés. Je joue sur les mots, mais sur un sujet aussi épineux et sujet à débat, il est important de voir justement quels termes nous manipulons et de les interroger, notamment au niveau du droit. Un exemple, avec l'actualité, vous avez peut-être entendu parler des NTG. Alors, le terme reste encore assez obscur, personne. On le voit apparaître un peu dans l'actualité. C'est les nouvelles techniques génomiques. Alors, on verra si dans les années à venir, effectivement, comme certains le prédisent, on entendra beaucoup plus parler, peut-être même que les OGM. Alors, l'idée, c'est que les plantes, les semences modifiées par ces NTG, qui sont apparentées aux OGM, c'est toute la question, est-ce que c'est des OGM ou pas, en diffèrent par le fait qu'elles peuvent être, leur génome, modifié sans introduction de gènes extérieurs. En fait, elles sont produites notamment avec la technique dont vous avez peut-être entendu parler, CRISPR-Cas9. C'est ces fameux ciseaux moléculaires qui permettent de faire des modifications sur le génome. Alors voilà, pour certains, c'est des OGM cachés, déguisés, et pour d'autres, c'est l'avenir, rien de moins, c'est NTG. Et pourquoi dans l'actualité ? Parce qu'il y a eu un débat au Parlement et en janvier ou février, les représentants des États membres ont approuvé le mandat de négociation du Conseil sur le règlement concernant les végétaux obtenus au moyen des NTG et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés. Donc, en gros, on ouvre la porte à ces nouveaux types de semences et ces nouvelles plantes. Voilà donc de nouveau que les fameuses questions éthiques, les questions d'acceptabilité, j'ai d'ailleurs pu lire que l'un des intérêts des NTG, c'était que contrairement aux OGM, ils seraient mieux acceptés. Toutes ces questions autour finalement des modifications des génomes, du remaniement des génomes, elles reviennent au devant de la scène. Et donc, on s'est dit qu'il était intéressant de les aborder en croisant à la fois biologie et droit. Et donc, avec nous, pour en parler, Clément Gilbert, qui est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Évolution, Génome, Comportement, Écologie, à l'Université Paris-Saclay.
Et puis Julien Prieur, qui est docteur en droit de l'environnement et formateur sur les transitions écologiques et énergétiques. Alors, pour commencer, je vous propose, parce que ça peut être un petit peu loin dans notre mémoire, de faire une petite piqûre de rappel sur le fonctionnement du génome et puis ses différents composants, si on voit ça un peu comme des poupées russes, on va dire, en passant du gène au brin d'ADN, au codon, pour revoir un petit peu comment ça fonctionne. Alors Clément ? Oui, alors est-ce que le micro fonctionne? Oui, très bien. Bonsoir à tous, merci d'être venus. C'est un grand plaisir pour moi de discuter avec vous ce soir de mes travaux et puis des modifications génétiques, des mutations en général. Voilà, donc on peut commencer donc par un bref rappel sur ce que c'est que les mutations. Les mutations, elles se produisent dans l'ADN. L'ADN, voilà. Donc l'ADN, il est présent dans les cellules de tous les êtres vivants, dans les cellules de tous les êtres vivants, à la fois chez les bactéries et qui n'ont pas de noyau, et aussi chez les autres organismes comme les animaux, les plantes, les champignons, les algues, etc., qu'on appelle eucaryotes parce qu'ils ont un noyau, donc un petit compartiment dans la cellule qui protège l'ADN, qui est généralement présent sous forme de chromosomes. Alors l'ADN, c'est un enchaînement de paires de bases azotées, adénine, thymine, guanine, cytosine, qui sont répétées de nombreuses fois dans un ordre bien spécifique. Il y a deux molécules qui sont connectées entre elles. On parle de double hélice. Vous avez certainement entendu parler de ce terme avant. Et l'ADN, il est typiquement enroulé, compacté autour de protéines. Donc les histones, ça forme les nucléosomes, et puis il y a un super enroulement qui forme typiquement les chromosomes. Voilà, donc les mutations, elles se produisent dans l'ADN. Donc les mutations, c'est un changement de la structure de l'ADN. Donc il y en a de plusieurs types. Et avant de parler de ces mutations, je voulais faire un petit rappel aussi sur le fonctionnement de base de la cellule et comment l'ADN code de manière directe ou indirecte les composants qui constituent les différents organismes. Donc typiquement, l'ADN, il y a des portions de cet ADN. On pense aujourd'hui que la majorité de l'ADN est en fait transcrit en ARN, comme vous pouvez le voir ici. Dans l'ARN, c'est aussi un enchaînement de bases azotées, sauf qu'avec la petite différence étant que la thymine est remplacée par l'uracile, peu importe. L'ARN est ensuite, certaines portions d'ARN sont ensuite maturées, puis traduites en polypeptides, qui sont en fait des protéines. Donc là, vous avez, ça marche par codon. Donc 3 paires de bases forment un codon, et pour chaque codon, on a un acide aminé, et l'enchaînement des acides aminés qui sont assemblés par les ribosomes forment les protéines. Voilà. Et donc les mutations surviennent dans l'ADN et donc peuvent changer ou pas, selon l'endroit où elles arrivent, changer ou pas la séquence des protéines, la conformation des protéines. Alors ces mutations, elles peuvent prendre la forme de délétion. Donc si on part d'une séquence initiale ici en haut du schéma, on peut avoir des délétions, donc la perte d'un nucléotide, d'une paire de bases. Ici, la guanine est perdue. On peut avoir une substitution, donc un changement, un remplacement du G par le A, de la guanine par l'adénine. Et on peut aussi avoir des insertions, donc l'addition de nucléotides, de paires de bases supplémentaires. Voilà. Ça, ce sont des mutations. Alors, ces mutations, elles peuvent se produire à cause de stress environnementaux, d'exposition à des produits chimiques, à des rayons ultraviolets, par exemple. Et elles peuvent aussi se produire pendant la division cellulaire, pendant laquelle l'ADN est répliqué, pour donner une copie de chaque chromosome à chaque cellule fille. Parce que la polymérase qui réplique l'ADN pendant les divisions cellulaires, elle n'est pas tout à fait parfaite, elle fait des erreurs. La grande majorité de ces erreurs sont réparées par les systèmes de réparation qui existent naturellement dans nos cellules, mais il arrive que certaines fois, ces systèmes ne soient pas eux aussi parfaitement fidèles et ne réparent pas tout. Donc voilà, deux sources de mutation, la réplication de l'ADN pendant la division cellulaire, mais aussi l'exposition à des stress exogènes comme des produits chimiques ou des rayons UV par exemple.
Ces mutations, elles peuvent se produire dans les cellules de notre corps. Donc, ça peut être les cellules germinales. Si elles se produisent dans les gamètes, les ovocytes, les spermatozoïdes, il est possible qu'on transmette ces mutations à la descendance, à nos enfants. Si elles se produisent n'importe où ailleurs dans notre organisme, on ne va pas les transmettre. Par contre, elles peuvent être source de maladies, créer des maladies génétiques comme le cancer ou d'autres maladies. Voilà ce qu'on peut dire. Là, on a parlé, je vous ai présenté un type de mutation, c'est les mutations qu'on appelle des mutations ponctuelles parce qu'elles impliquent un ou très peu de paires de bases. Mais il y a aussi des mutations plus larges qui impliquent des régions plus grandes du génome, que j'illustre ici avec ces bâtonnets qui sont des chromosomes schématiques. On peut avoir des délétions de grandes régions génomiques de plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs millions de paires de bases qui se produisent dans nos cellules, que ce soit les cellules somatiques de notre corps ou des cellules germinales. On peut avoir des duplications, des grandes régions qui sont dupliquées sur le même chromosome. Ça se produit pas si rarement que ça pendant la réplication de l'ADN, pendant la division cellulaire. Il peut y avoir des inversions. Il peut y avoir aussi des insertions d'ADN. Donc, par exemple, un fragment d'un chromosome 4, peut être inséré, copié dans le chromosome 20. Ça existe. Et puis, il peut y avoir des translocations, donc des échanges de bouts de chromosomes entre des chromosomes différents. Voilà. Donc, il y a des mutations ponctuelles qui impliquent seulement un ou quelques nucléotides et des mutations qui impliquent des régions génomiques beaucoup plus larges. Et moi, je m'intéresse à un type de mutation bien particulier qui sont les insertions d'ADN, mais pas n'importe quel type d'ADN, de l'ADN étranger, donc de l'ADN qui vient d'autres organismes, via des échanges de gènes entre espèces, en fait, ce qu'on appelle le transfert horizontal. Donc le transfert horizontal, c'est quoi? C'est par opposition à la transmission verticale du code génétique, de l'ADN, des gènes, qui se produit de parents à descendants via la reproduction. On appelle ça la transmission verticale. C'est classique, tout le monde connaît. Le transfert horizontal, il peut se produire entre n'importe quels organismes, comme par exemple des insectes et des primates, via des mécanismes autres que la reproduction. Et ces mécanismes, justement, on pourra en parler plus tard, la plupart d'entre eux, en fait, on les connaît pas bien. Voilà. Et donc, ces mutations, qu'elles se produisent par transfert horizontal ou par d'autres mécanismes, elles sont source de diversité. Et avant de vous parler des conséquences des mutations, j'ai oublié, je voulais quand même vous parler un petit peu plus des transferts, qui sont les mutations moi, que j'étudie. Alors avant peut-être juste qu'on parle justement des transferts et qu'on voit peut-être un exemple avec l'alurol du tabac, si je n'écorche pas son nom. Tabac, oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, les aspects un petit peu rappel de fonctionnement pas de questions sur ces aspects-là? Non, super. Bon, alors c'est parti, effectivement. J'ai pas dit trop d'âneries, c'est bon. Voilà, donc moi je m'intéresse aux transferts horizontaux, aux insertions de gènes ou de fragments d'ADN générés par des transferts horizontaux, des échanges de gènes entre espèces. C'est une thématique, un domaine de recherche assez ancien quand on parle des bactéries. Donc les transferts horizontaux, ils ont été très étudiés pendant très longtemps chez les bactéries. On sait que chez les bactéries, le transfert horizontal, l'échange de gènes entre bactéries sans reproduction, c'est le mode majeur d'échange de gènes, en fait, si vous voulez, de transmission de gènes. Chez les organismes eucaryotes, les animaux, les plantes, les champignons, par contre, on a longtemps pensé que ces transferts, ils n'existaient pas, parce que chez ces organismes, il y a plein de barrières qui ont évolué, qui sont supposées empêcher ces transferts, notamment la séparation entre la lignée germinale et la lignée somatique, ce qui fait que l'ADN qui est présent dans la lignée germinale, il est protégé, moins accessible. Il y a aussi l'apparition du noyau qui protège encore plus l'ADN. Et puis chez les eucaryotes, chez les animaux, les plantes, il n'y a pas de mécanisme connu qui soit dédié au transfert horizontal. Alors chez les bactéries, on va le voir tout à l'heure, il y a plein de mécanismes qui favorisent ce transfert. Et malgré ça, des études récentes, comme celle-ci que je vous montre là, ont découvert que chez les insectes, par exemple, il y avait beaucoup de gènes qui ont été acquis
qui ont été acquis par transfert horizontal. Là, c'est une étude qui a été publiée assez récemment. Donc les collègues ont travaillé sur 200 et quelques génomes d'insectes qui sont montrés sur cet arbre généalogique, cet arbre phylogénétique ici. Donc il y avait des papillons, des mouches, des moustiques, des hyménoptères, des guêpes, et puis des hémiptères, des punaises. Et là, ces barres-là, sur le haut des branches, elles représentent le nombre de gènes acquis par transfert horizontal chez ces différentes espèces d'insectes. Donc vous pouvez voir qu'il y en a partout, des gènes acquis par transfert horizontal. Ça varie de quelques-uns à plus de 170. Et on peut voir qu'il y en a énormément chez les papillons, un petit peu moins ailleurs. Il semblerait qu'il y ait un enrichissement de transfert horizontal chez les papillons. Vous pouvez voir aussi que la plupart des barres sont rouges. Les couleurs, elles indiquent la source des gènes acquis par transfert horizontal. Et le rouge, ça veut dire que les gènes proviennent majoritairement de bactéries. Donc ça reflète bien ce qu'on connaît à l'heure actuelle sur les transferts horizontaux chez les animaux. C'est que la plupart des gènes acquis par transfert horizontal qui sont connus actuellement chez les animaux proviennent de bactéries. Voilà. Et puis, quelles sont les conséquences je m'intéresse aussi aux conséquences de ces transferts horizontaux sur les espèces receveuses. Quel est le devenir de ces gènes? Il y a une question, c'est ça? Oui, il y a une question. Je vous passe le micro. Je voulais savoir si sur l'humain aussi il y a eu ce genre de travail entre les bactéries et l'humain. Oui, alors il y a eu le génome humain, il a été publié en 2001, et en 2001, il y a, dans ce papier, il y a des chercheurs qui prétendent avoir trouvé un certain nombre de gènes de bactéries dans le génome humain. Il s'avère qu'en fait, ces analyses, elles étaient biaisées par un certain nombre d'artefacts techniques, et la plupart de ces gènes qui prétendument étaient d'origine bactérienne ont plus tard été démontrés comme étant des artefacts. Donc, par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le génome humain, il est rempli d'ADN de sources virales, donc qui est le produit d'intégration de virus qui se sont produits depuis l'ancêtre commun des vertébrés il y a 500 millions d'années. Donc c'est de multiples vagues d'intégration de la lignée germinale des vertébrés qui se sont produites au cours de 500 millions d'années, qui aujourd'hui font que dans notre génome, on a 800 millions de paires de bases qui dérivent de virus. La plupart de ces virus, c'était des rétrovirus, du type de... par exemple, le virus du VIH, c'est un rétrovirus qui nécessite de s'intégrer dans le génome de l'autre pour se répliquer. Le VIH s'intègre dans les cellules immunitaires, donc il est typiquement, généralement pas transmis à la descendance. Ces rétrovirus qui se sont intégrés chez nos ancêtres, eux, ils se sont intégrés accidentellement dans la lignée germinale. Donc ça s'est produit au cours de l'évolution de l'homme, mais de manière assez ancienne. Il y a toujours actuellement des virus qui s'introduisent dans notre lignée germinale. Je pense notamment au cas d'un herpès virus qui est présent chez à peu près 0,1% de la population humaine, et qui s'intègre de temps en temps dans nos chromosomes et qui est passé à la génération suivante. Donc ça se produit toujours. Voilà. Et donc un exemple des conséquences que peuvent avoir ces transferts, avec une étude qu'on a réalisée chez l'alerote du tabac. C'est un insecte hémiptère, donc une petite punaise dont les adultes font 1 mm de long. C'est une peste agricole que vous connaissez peut-être parce qu'il y en a elle est présente dans la plupart des pays à travers le monde. Elle cause d'énormes dégâts dans les exploitations agricoles et puis dans les jardins. Et chez cette espèce, donc c'est l'espèce qui a le plus de transferts ici, il y en a 170. La plupart, dans cette étude, a montré qu'il y en avait 170, la plupart provenant de bactéries. Et nous, on l'a étudié plus précisément, et en fait, on a montré que cette espèce, elle avait acquis 50 gènes de plantes. Donc on a comparé le génome de cette espèce avec le génome de plein d'organismes, y compris des plantes, et on a pu montrer dans une étude qu'on a publiée il y a quelques années que l'aleurode a acquis 50 gènes de plantes par transfert horizontal. Alors, comment c'est possible ? C'est une question qu'on s'est posée, bien sûr, et on n'a pas de réponse définitive. On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de mécanisme connu qui faciliterait ces transferts, ni chez l'aleurode, ni chez un autre insecte, ni chez les plantes. Donc on pense que c'est le résultat du hasard, d'un accident évolutif, et les modalités moléculaires restent à être élucidées.
On pense que peut-être certains virus ont pu jouer le rôle de vecteur de transfert de gènes entre plantes et la leurode, sachant que la leurode, c'est une espèce phytophage, elle se nourrit des plantes, elle suce la sève des plantes, et elle est connue pour transmettre énormément de virus aux plantes via ce biais. Donc elle est porteuse d'un grand nombre de virus qui infectent les plantes, et certains de ces virus peuvent aussi se répliquer chez la leurode. Donc on pense que certains de ces virus auraient pu jouer le rôle de vecteur de gènes entre plantes et leurode. Et ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est qu'il y a une autre étude qui a été publiée en 2021 dans un journal prestigieux qui s'appelle Cell, où là, les auteurs ont analysé, grâce à des essais biochimiques et de biologie moléculaire, la fonction d'un gène acquis par transfert horizontal, un gène de plante. Et ils ont pu montrer que ce gène de plante acquis par la leurode du tabac est impliqué aujourd'hui dans la détoxification des composés toxiques émis par les plantes pour qu'ils normalement leur permettent de se protéger contre les insectes phytophages. Donc en fait, cette aleurode, elle a acquis un gène qui lui permet de se protéger des défenses émises par les plantes contre elle, en fait. Et donc on pense que l'aleurode, qui aujourd'hui est capable d'infecter un très grand nombre de plantes hôtes, elle a acquis cette capacité grâce à ces transferts de gènes. Voilà, donc là, c'est un exemple assez parlant des conséquences que peuvent avoir ces transferts de gènes. Et puis juste un dernier mot là-dessus, ces transferts chez la leurode, on pense qu'ils ont eu lieu il y a très longtemps, il y a plusieurs millions d'années. Donc on pense que ça va être assez compliqué de savoir exactement comment ils se sont produits. Peut-être parler un petit peu maintenant on parle souvent des mutations comme un moteur de la diversité, notamment de la biodiversité. Oui. Si on peut voir un petit peu... Oui, bien sûr. Les mutations, ça peut être vu comme un moteur et une source de diversité via notamment la spéciation. Ça peut faciliter l'isolement reproducteur entre les espèces. Là, je vous ai mis ce schéma un peu simpliste, théorique et simpliste pour illustrer ça, qui part d'une population initiale d'organismes vivants où il y a des ronds, donc chaque rond est un individu avec des ronds jaunes, des ronds rouges. Donc on peut considérer que ce sont deux types génétiques qui diffèrent les uns des autres par quelques mutations dans leur génome, dans leur ADN. Donc au départ, cette population, au sein de cette population, tous les individus peuvent se reproduire avec tous les autres individus. Ils peuvent se rencontrer. Et puis, on peut imaginer qu'à un moment donné de l'histoire évolutive de cette population, il y a une barrière physique qui se met en place et qui fragmente l'aire de répartition de cette population. Ça peut être l'apparition d'une montagne, ça peut être le détournement d'un cours d'eau majeur suite à une crue, par exemple. Et donc là, cette barrière, elle empêche les individus de ce côté de rencontrer les autres. Donc, ce qui va se passer, c'est que si cette barrière est maintenue de manière durable, les deux populations vont évoluer indépendamment. Les mutations vont s'accumuler de manière indépendante, donc on va avoir des mutations différentes qui vont se produire dans chacune des populations via divers processus. Donc, on a parlé tout à l'heure des processus qui génèrent les mutations, donc la division cellulaire, donc la réplication de l'ADN ou l'exposition à des produits chimiques. Et une fois que ces mutations elles se sont produites dans une population, elles vont soit rester dans la population au fil des générations, si elles sont transmises, soit elles vont être perdues. Donc, par exemple, si une mutation casse un gène qui est vital, l'organisme qui la porte ne va pas survivre, ne va pas la transmettre à sa descendance. Par contre, si cette mutation elle permet à un insecte, par exemple, de mieux se camoufler, de mieux résister à un prédateur, là, cet insecte aura probablement un succès reproducteur plus élevé que les autres, et donc il va avoir tendance à transmettre cette mutation plus que les autres, et elle va se diffuser au cours du temps dans la population. Donc ça, c'est ce qui va se produire via différents processus, mutation, dérive, sélection. La dérive, c'est l'évolution un peu aléatoire d'une mutation qui n'a pas d'effet, qui est neutre. Donc cette mutation, elle va parfois augmenter en fréquence au cours des générations, parfois baisser, juste par simple hasard. Et la sélection, par contre, c'est la mutation qui a un impact bénéfique, qui, elle, va augmenter, parce qu'elle apporte un bénéfice à ses porteurs. Donc les mutations vont se propager dans ces populations de manière indépendante, différemment des deux côtés, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, les deux populations, si elles redeviennent...
Si la barrière disparaît ou via de la migration, les individus peuvent se rencontrer, ils ne peuvent plus se reproduire à cause d'isolement reproducteur pré-reproducteur, puisque potentiellement ces mutations ont pu induire des changements de comportement qui font que les comportements sexuels sont plus compatibles entre les deux populations, ou post-reproducteur. Donc il peut y avoir reproduction, mais l'embryon ne peut pas se développer à cause d'incompatibilité moléculaire. Donc voilà les mutations sources de diversité. Pour illustrer ça rapidement, on peut évoquer brièvement l'exemple des pinsons de Darwin. J'imagine que certains ou la plupart d'entre vous avez entendu parler de cet exemple, où là on a une radiation évolutive, c'est-à-dire un grand nombre d'événements de spéciation pendant une très courte période de temps évolutif. Là, c'est 18 espèces de pinsons qui sont apparus au cours de l'évolution à partir d'une seule et même espèce ancestrale qui vivait en Amérique du Sud, sur le continent, au niveau de l'équateur. Et ces 18 espèces, elles sont apparues via des événements de spéciation pendant la colonisation de l'ancêtre de plusieurs îles, les îles de Galapagos, quand ces îles sont apparues par volcanisme au cours des 2 derniers millions d'années. Donc c'est très récent. Et donc, ces événements de spéciation, ils se sont produits via de l'adaptation à chaque écosystème de chaque île, avec des écosystèmes très différents selon les îles. Sur des îles, il n'y avait pas d'arbres, donc les pinsons ont développé des stratégies pour nicher au sol. Sur les autres groupes d'îles, il y a des arbres, donc ils ont pu garder leur état ancestral, leur capacité à nicher dans les arbres. Ils ont développé des grands becs. Certaines espèces ont développé des gros becs robustes pour pouvoir casser les grosses graines. D'autres, des longs becs fins, mais robustes quand même, pour se nourrir de cactus. D'autres ont développé des becs qui leur permettent de se nourrir de gros insectes, d'autres de petits insectes. Il y a toute une série comme ça de changements morphologiques au niveau du bec et de la taille des individus qui s'est produit via de l'adaptation locale, qui a entraîné ces événements de spéciation qui font que maintenant, les espèces, si on les remet en contact, les individus sont plus capables de se reproduire entre eux. Et ces événements de spéciation, ce qu'il y a derrière, c'est des mutations qui sont présentes. Ça a été identifié il y a 2 ans dans un article que je cite ici à droite. Donc il y a une équipe de recherche qui a séquencé le génome de plusieurs de ces espèces et qui a montré que des mutations survenues dans une région contenant quelques gènes impliqués dans la morphologie du bec suffisent à expliquer la plupart des caractères morphologiques associés à ces événements de spéciation. Donc, et ce qui est intéressant aussi de noter là, c'est que la plupart de ces mutations, elles étaient déjà présentes chez la population ancestrale. Donc, c'est ces mutations qui ont permis aux pinsons de s'adapter aux différentes conditions qu'ils ont rencontrées au cours de leur migration, et de pouvoir survivre à l'exposition de différentes conditions environnementales. Voilà. Et pour continuer sur cette lancée, les mutations comme source de diversité, d'évolution, moteur de l'évolution, et permettant aux espèces de s'adapter à diverses conditions environnementales, divers écosystèmes, diverses variations dans les conditions du climat, de ressources en nourriture. Il y a beaucoup d'études qui montrent que cette diversité intraspécifique, elle est cruciale. Donc quand on parle de biodiversité, on pense à la diversité d'espèces, très souvent, mais on oublie un peu de parler de ce qu'il y a à des niveaux inférieurs, en dessous de l'espèce. Il y a énormément de diversité génétique au sein de chaque espèce, et cette diversité intraspécifique, elle est essentielle aussi à l'évolution et à la survie des espèces. Et ça, je voulais brièvement vous en parler avec l'exemple de cette étude qui a été publiée il y a un petit moment maintenant, c'était en 2005, mais elle fait toujours référence dans le domaine. C'est une étude qui porte sur les herbiers de zoster. Donc, les zosters, c'est des plantes marines. C'est un petit peu les coraux des régions tempérées. Elles sont source d'une grande biodiversité parce qu'elles fournissent à la fois l'habitat, la nourriture, le refuge à un grand nombre d'espèces d'invertébrés, de poissons marins. Donc c'est une étude qui a été réalisée par des chercheurs essentiellement allemands au niveau de la mer Baltique. Et ces chercheurs, la question qu'ils ont posée, c'est dans quelle mesure la diversité intraspécifique au sein de ces herbiers de zoster
pouvait faciliter le rétablissement ou la récupération des populations de zoster après un choc thermique important. Donc leur étude, elle se passe ils l'ont menée en 2003, à un moment où il y a eu de très fortes vagues de chaleur en Europe du Nord. Et donc ces populations ont été soumises à un stress thermique incommensurable pour elles. Donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont commencé par planter. Donc ils ont fait 48 plantations de quadras, comme ça, des petits plots de différents pieds de zoster. Et ils ont organisé ces plots avec plus ou moins de diversité génétique. C'est-à-dire que dans un plot, il va y avoir un seul type génétique, un seul génotype. Donc tous les individus du plot vont avoir exactement le même génome. Dans un autre, il va y avoir 3 types génétiques différents, et dans un autre plot, il va y avoir 6 types génétiques différents. Et donc ils ont répété ça un grand nombre de fois pour pouvoir faire des statistiques. Et ce qu'ils ont cherché à faire, c'est mesurer un certain nombre de variables après l'exposition de ces plots dans la mer, dans la mer Baltique, à la vague de chaleur en 2003. Donc ils n'avaient pas prévu au départ qu'il y aurait une vague de chaleur, ils avaient fait cette expérience pour autre chose, mais il se trouve que cette vague de chaleur est arrivée, donc ça leur a permis de faire cette manip, de donner un autre sens à cette manip. Donc ils ont mesuré après le rétablissement après le stress thermique, ils ont mesuré la diversité génétique après le stress thermique, et puis ils ont développé plusieurs mesures pour donner une idée de la santé de l'écosystème après ce choc thermique en fonction de la diversité génétique des différentes plantations. Et donc vous avez ici la courbe de la température auquel ont été exposés ces zoster entre mai et septembre. Vous voyez que la température a fréquemment dépassé les 20 degrés, puis elle est montée même jusqu'à plus de 25 en août. Il faut savoir qu'au-dessus de 20 degrés, cette plante, elle ne se reproduit plus, elle ne croît plus, voire elle commence à mourir. Donc là, vous avez le nombre de pieds, la densité en pieds de zoster en moyenne sur les plots, en fonction de s'il y a 1, 3 ou 6 génotypes. Donc là, c'est le début de l'expérience. Au début, elle baisse, cette densité, puisque les températures sont élevées, ne permettent pas la croissance des plantes. Et puis, il y a ce stress thermique. Et après ce stress thermique, on voit que ça commence à remonter. La densité commence à remonter. La température baisse fortement ensuite, ce qui permet aux plantes de croître. Et on voit que cette densité monte. Et ce qui est intéressant, c'est que la densité, elle est plus forte. Elle est d'autant plus forte que la diversité génétique est importante. Donc c'était une expérience assez élégante qui montrait que plus il y a de la diversité génétique, plus la croissance est rapide et importante. Et ils ont aussi mesuré donc, la densité, la biomasse. Donc ils ont développé un indice de biomasse, je passe, mais en tout cas cet indice de biomasse, il augmente aussi d'autant plus qu'il y a de génotypes. Vous voyez ici... les valeurs sont plutôt basses, alors qu'ici elles sont plutôt élevées quand il y a 6 génotypes. La densité en feuilles sur chaque pied, elle est aussi d'autant plus élevée quand il y a plus de génotypes. Et puis, de manière assez frappante, ils ont même montré que l'écosystème des herbiers aquatiques, de leur plantation, était colonisé par d'autant plus d'animaux qu'il y avait de génotypes. Donc plus la diversité intraspécifique, plus la diversité de génotypes est grande, plus le nombre d'espèces d'invertébrés, des mollusques, des crustacés qui se nourrissent de ces herbiers, qui viennent s'y abriter, est élevé à l'issue de l'expérience. Oui, ça invite à considérer beaucoup plus la diversité intraspécifique que ce qu'on fait habituellement, parce qu'il me semble que quand on parle de biodiversité, on l'entend généralement comme la diversité spécifique, la diversité entre espèces, et pas cette diversité-là au sein d'une même espèce. Tout à fait. Donc ça a des implications dans plein de domaines. Par exemple, en agriculture, on commence à savoir maintenant que si on plante des mélanges de variétés de la même espèce, de blé par exemple, les rendements et la santé du blé vont être meilleurs que si on plante une seule variété. Voilà. Monsieur a une question. Oui, merci. Oui, j'ai une question. Je suis tenté de rapprocher les deux expériences, celle que vous venez de présenter, avec les pinsons. Ouais. Parce que les pinsons, la question qu'on peut se poser, c'est au départ, sur chacune des îles, est-ce qu'il y a une diversité génétique? Est-ce qu'on connaît l'ampleur de cette diversité génétique? Et donc, quel est le lien après
avec l'intensité des mutations pour que les pinsons puissent s'adapter au milieu. Parce qu'une île où il n'y a pas d'arbres, je ne sais pas, mais ils doivent s'adapter rapidement. Ouais, Donc, quelle était la situation de départ et comment on peut tenter de dire ou d'avancer cette hypothèse que c'est le résultat de mutations qui ont permis de s'adapter et non pas de cette diversité génétique initiale. Ouais, Voilà. alors je l'ai un peu dit tout à l'heure. Sur les pinsons, la plupart des mutations qui ont été identifiées comme étant impliquées, alors pas forcément dans le type de comportement de nichage, que ce soit sur les arbres ou au sol, mais les mutations qui sont impliquées dans la forme du bec, qui sont importantes pour se nourrir soit de graines, soit de cactus, soit d'insectes, celles-ci, elles étaient présentes chez l'espèce ancestrale, effectivement, ou la plupart en tout cas d'entre elles. Elles étaient présentes, donc l'espèce ancestrale était polymorphe de ce point de vue-là. Ouais. Et elle avait la capacité, donc il y avait des individus qui avaient des becs plus gros que d'autres, des individus qui étaient de taille plus grosse que d'autres. Et c'est pendant la migration que certaines formes ont été sélectionnées, en fait. Voilà. Et on sait qu'au niveau de certaines îles, il reste encore... donc la diversité génétique sur chacune des îles a fortement diminué suite à ces événements de migration, suite à l'adaptation à chacune des conditions différentes. Mais on sait qu'il reste quand même sur certaines îles une diversité génétique non négligeable, puisque les conditions environnementales sont assez changeantes sur ces îles, et qu'il peut y avoir des périodes de plusieurs années de sécheresse. Et il y a une autre étude qui montre que lors d'une période assez longue de sécheresse, dans les années 90, la source principale de nourriture d'une espèce de pinson a varié d'une espèce de végétal produisant des grosses graines à une espèce de végétal produisant des petites graines. Et dans le même temps, les auteurs de cette étude ont montré que les formes majoritaires de pinsons ont varié, enfin, les becs observés sur les formes majoritaires de pinsons ont varié. Donc, quand il y avait les petites graines, on avait des pinsons à petits becs qui étaient majoritaires. Et quelques années après, les grosses graines étaient associées à des pinsons ayant des gros becs en forme majoritaire. Ça veut dire que voilà, il reste de la diversité génétique. Il y a les deux types de pinsons. Et si les conditions changent, il y a une forme qui prend le pas sur l'autre. Et donc, allez-y. Peut-être qu'on va... Il y avait une autre question, oui. Pardon. Merci. J'avais une question sur les pinsons. Du coup, si j'ai bien compris, ça a donné plusieurs espèces de pinsons différentes qui ne peuvent plus se reproduire entre elles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Okay. Et comment ça se fait qu'un changement au niveau du bec fait... Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on n'a pas la réponse définitive, mais les hypothèses, c'est que les changements au niveau du bec se sont accompagnés de changements au niveau de la capacité de ces pinsons à communiquer entre eux, donc de leur chant, en fait. Puisque le bec il est relié au niveau des organes qui émettent le chant. Et les changements de morphologie du bec se sont accompagnés de changements dans le chant qui font que ces pinsons sont plus capables de se reconnaître, en fait, ces espèces, de communiquer. Voilà. Ça, c'est une hypothèse. Il me semble que ce n'est pas totalement vérifié, mais c'est une hypothèse assez parlante. Ok, merci. J'avais une autre question, je suis désolée, je vais revenir un peu en arrière, c'était sur les transferts de gènes. Oui. Je me demandais comment on sait que le transfert se fait d'un sens, là on avait parlé d'un transfert d'une plante vers un animal, et comment on sait que c'est dans ce sens-là. Oui, c'est une bonne question. Alors, il peut être difficile de déterminer la direction des transferts. Là, en l'occurrence, c'était assez simple, parce que les gènes qu'on a trouvés dans le génome de l'Alerode, ce sont des gènes qui sont présents chez aucun autre insecte. On les trouve, en fait, dans le monde vivant, on les trouve uniquement chez les plantes. Donc, on a reconstruit la généalogie de ces gènes, la phylogénie de ces gènes, et vous avez les gènes d'Alerode qui tombent dans la diversité des gènes de plantes, en fait. Donc là, c'est assez clair, c'est qu'il n'y avait pas de questions possibles. Mais souvent, c'est pas facile de déterminer la direction. Pour ce qui concerne les transferts de gènes de bactéries aussi, c'est la même chose en fait. On arrive assez facilement à déterminer la direction. Souvent, on va avoir une espèce qui a un gène de bactérie et puis une espèce d'insecte. Et puis toutes les autres espèces d'insectes n'ont pas ce gène. Et quand on regarde, quand on fait la phylogénie de ce gène, la généalogie de ce gène, on voit qu'il tombe dans la diversité des gènes de bactéries. Donc là aussi, c'est assez simple. Je propose qu'on passe
un peu à une approche autour du droit, puisqu'on a vu l'importance de la diversité tant interspécifique avec la spécialisation que intraspécifique finalement. Et ça amène à s'interroger sur la façon dont on peut préserver justement ces diversités. Je vais mettre un pluriel. Si c'est, et justement parler du protocole de... Alors c'est qu'il faut activer comme ça et ça va fonctionner normalement au bout d'un moment. Oui, c'est bon. Et parler du protocole de Nagoya sur lequel vous avez travaillé. Oui, absolument. Merci Nicolas d'abord de m'avoir convié. C'est vrai qu'au début, je me suis demandé ce que je pouvais apporter comme contribution scientifique. En gros, la question, c'est que vient faire le droit par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Et en fait, on va vite se rendre compte que tout ce qui relève des gènes, de la biomasse, des animaux, des plantes, ce qui a été évoqué par Clément, ça contribue à la biodiversité. Ça s'apparente à de la biodiversité. Et donc, en réalité, on a créé un mécanisme depuis les années 90 qui repose sur une convention qui s'appelle la Convention sur la diversité biologique, qui va fixer des cadres, qui va imposer à chaque État qui possède de la biodiversité à la fois de la préserver et à la fois de permettre l'accès à cette biodiversité aux autres États. En réalité, vous avez évoqué le protocole de Nagoya. Pourquoi il est important, ce protocole ? Il a été mis sur orbite à la suite d'une demande des pays du Sud. Pourquoi les pays du Sud ? Parce que les pays du Sud, pour parler clairement, en ont marre qu'on leur pille leur biodiversité, qu'on leur pille leurs ressources génétiques depuis, grosso modo, le XVe siècle. Et donc, en réalité, ce protocole de Nagoya, il va fixer un cadre global qui va s'appeler ressources génétiques. Je veux bien la zapette. Ressources génétiques, donc le juriste, en clair, il ne fait pas trop la différence entre les plantes, les animaux, la biomasse. Pour lui, c'est de la ressource génétique. Ce sont des ressources génétiques. Et donc, vous comprenez que la difficulté, elle est très simple. C'est que, grosso modo, 90% de cette richesse, de ces ressources génétiques, se trouve où ? Dans les pays du Sud. Évidemment, dans des espaces qui sont non urbanisés, des forêts primaires, etc., etc. Et donc, les pays occidentaux, les pays de l'hémisphère nord, ne possèdent que 10% de ce vivant. Pour autant, ces ressources génétiques, à quoi elles servent ? Elles servent évidemment à structurer, fortifier ce qu'on appelle le progrès. C'est-à-dire que ce sont grâce à ces ressources génétiques, au-delà de la recherche fondamentale, bien sûr, qu'on va fabriquer des médicaments pour se soigner, pour se guérir, qu'on va fabriquer des vaccins quand on se prend un virus. Et si vous voulez, aujourd'hui, la réalité fait que ce vivant, ces ressources génétiques, elles sont consommées, donc nos produits de beauté, nos parfums, nos médicaments, à 90% par les pays du Nord. Donc ce sont en gros les pays du Nord qui consomment les ressources génétiques qu'ils ne possèdent pas. Et donc c'est cette espèce de supermarché vivant dans lequel il a fallu essayer de fixer un cadre à travers des relations, finalement, qui sont des relations commerciales entre les États. Et en plus de ce petit état des lieux, il y a une autre difficulté à surmonter, c'est que ce vivant, ces ressources génétiques, à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, elles sont détenues par qui ? Elles sont détenues par des populations dites autochtones. On les traduit comme ça en droit international. En gros, vous allez aller dans la forêt amazonienne, chez les Yanomami, ce sont les Yanomami qui vont, entre guillemets, gérer, préserver telle ou telle plante qui va être nécessaire pour le laboratoire français pour ensuite essayer de trouver un nouveau produit visant à régler un certain nombre de problèmes qu'on pourrait rencontrer. Donc la question, en gros, c'est que, en fait, comment on va indemniser ces populations autochtones qui, aujourd'hui, protègent plus de 85% de cette biodiversité. Alors ça a été un des enjeux au moment de la COP26 sur le climat, parce qu'on a créé un fonds spécifique pour justement aider ces populations
autochtones, mais que souvent on a du mal à considérer, et évidemment, pour les aider à protéger ce vivant. Et puis vous avez un troisième acteur juridique, un troisième problème juridique qu'on va rencontrer. Alors en effet, ce problème juridique, il aboutit à ce qu'un certain nombre de labos, de firmes privées, parce que évidemment ce qui pose problème, c'est surtout les labos privés, vont constituer des banques de gènes. L'idée, c'est évidemment de se constituer des banques de gènes, ensuite de déposer des brevets, donc on touche à des droits de propriété intellectuelle, pour être tranquille pendant 20 ans. Et donc pendant 20 ans, on va pouvoir trafiquer des pervenches de Madagascar pour essayer de trouver de nouveaux vaccins, de nouveaux médicaments, etc., etc. Et donc, en effet, aujourd'hui, il y a un organisme que vous avez ici qui gère justement ces droits de propriété intellectuelle. Alors vous en avez un à l'échelle mondiale et un à l'échelle européenne. Et en réalité, on s'aperçoit que par rapport à cette question des brevets, eh bien, 24% des brevets à l'échelle mondiale sont détenus par des entreprises européennes et 50% des brevets sont détenus par des entreprises, des firmes américaines et par des firmes canadiennes. Donc vous voyez que cet accès et ce partage des ressources, il est très inéquitable. Sauf qu'il faut trouver un mécanisme, il faut mettre de l'éthique dans quelque chose qui, à la base, évidemment, est très inéquitable. Donc, on a créé ce protocole de Nagoya, qui a été mis sur orbite en 2006. Il a créé un espèce de cadre d'une complexité sans nom, qui aboutit à ce que tous les pays qui ont ratifié le protocole de Nagoya doivent d'abord créer une autorité nationale compétente, c'est-à-dire une structure administrative qui va recueillir toutes les demandes que vont lui faire les uns et les autres, que ce soit des labos privés, que ce soit des labos de recherche publique. Et donc j'ai travaillé à Madagascar pendant 2 ans, ça a pris 2 ans de ma vie pour appliquer ce mécanisme juridique d'une complexité sans nom dans un pays, évidemment, qui est pillé très régulièrement, notamment par des structures françaises que je ne nommerai pas. C'est un vrai enjeu. Et donc à Madagascar, par exemple, c'est une entité issue du ministère de l'Agriculture qui va faire office d'autorité nationale compétente. En France, c'est l'Office français de la biodiversité depuis 2018. Et ensuite, pour le coup, dans cette procédure qui est administrative, qui est très juridique, complexe, vous avez 2 contrats, 2 formes de contrats. Premier contrat, c'est ce qu'on appelle le PIC. Alors, le PIC, c'est en anglais, mais en français, c'est le CPCC. Donc, en gros, c'est un contrat qui va définir les conditions. Donc, on se met d'accord sur la demande. Donc, on a d'un côté un État, évidemment fournisseur, Madagascar ou le Brésil. On a en effet un labo public ou un labo privé. Et puis, évidemment, on a l'État demandeur. Donc, c'est la France, via le CNRS, qui va demander l'accès à la pervenche malgache à l'autorité nationale compétente malgache. Et donc, cette négociation, elle se fait à travers ce contrat au nom barbare qui s'appelle CPCC. Conditions communes d'un commun accord. Voilà. Est-ce que la demande, elle est à but non commercial ou pas? Première étape. Sauf que qu'est-ce qui se passe si le CNRS, il bosse, on va dire, pour l'intérêt général pendant 20 ans, au bout de 20 ans, il découvre un nouveau médicament, et là, l'État français se dit, je peux gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, d'une demande non commerciale, on devient à quelque chose qui pourrait faire l'objet de lucre. C'est évidemment une question importante. Et le deuxième contrat, qui va traduire donc l'application de ce protocole de Nagoya, c'est ce qu'on appelle le MAT, le contrat CCCP en français. En gros, c'est comment on se répartit le gâteau, les partages, le partage des avantages issus des fruits de la recherche. En gros, c'est je donne combien aux populations autochtones. Donc, je paye combien pour accéder à la ressource génétique, en échange, combien d'écoles je finance, combien d'églises je finance, etc., etc. Sauf que ça transite évidemment par l'État fournisseur qui doit ensuite sous-traiter ce partage des avantages avec les populations locales, autochtones.
Et forcément, les populations autochtones, elles se font à tous les coups avoir par l'État fournisseur. Imaginez, à Madagascar, vous avez 24 dialectes différents. Donc comment l'État malgache, à travers son administration, ou je pourrais dire la même chose de l'État français, évidemment, eh bien, va négocier avec des populations locales qui n'ont pas les moyens, en fait, de négocier quoi que ce soit, parce qu'on ne se comprend pas, il y a un problème de dialecte. Et puis souvent, les populations locales, vous allez demander aux Yanomami s'ils ont un compte en banque pour aller leur verser de l'argent, et évidemment qu'ils vont vous regarder avec des yeux de merlan-frit. Donc on a en plus créé un système, notamment avec les pays d'Amérique du Sud ou les pays africains, qui sont des contrats bioculturels qui permettent justement de tenir compte de ces aspects culturels entre l'État qui possède la ressource et les populations locales qui gèrent la ressource. Donc vous voyez, c'est un système complexe, évidemment, qu'on a mis en place. Et forcément, c'est un système qui favorise quand même globalement les pays de l'hémisphère sud. Pourquoi ? Parce que vous avez de la négociation contractuelle, ce qu'on appelle du droit positif. Et donc, imaginez à Madagascar, vous allez avoir un laboratoire américain, canadien, qui va venir avec une batterie d'avocats en disant « Tenez, vous, entité nationale compétente, je vous donne 10 000 € et vous me permettez d'accéder à votre pervenche pendant 20 ans. » Et évidemment, les Malgaches, ils sont vachement contents d'avoir 10 000 €, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils se font avoir. Donc vous vous rendez compte que finalement, ce protocole de Nagoya met en place quelque chose d'une complexité sans nom, parce que vous avez l'échelon international avec le protocole de Nagoya, mais ensuite, au sein de l'Union européenne, vous avez un mécanisme, puisque l'Union européenne a évidemment ratifié le protocole de Nagoya, donc vous avez un échelon supplémentaire avec évidemment un brevet spécifique qui doit valider la démarche. Et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui le CNRS qui veut pouvoir accéder à la pervenche de Madagascar, il va être confronté évidemment à une bureaucratie sans nom, forcément. Justement, personnellement concerné par ces questions de contrat qu'il faut passer, puisque vous travaillez justement sur des génomes. Oui, tout à fait. On est confronté à la complexité de cette régulation et aux lourdeurs administratives innommables qui nous empêchent de travailler. Oui, oui. En fait, je pense que, bon, moi je ne suis pas spécialiste de cette régulation, mais il me semble qu'elle a été mise en place surtout pour éviter que, comme vous l'avez dit, les populations autochtones se fassent piller leurs ressources via des grandes firmes multinationales qui viendraient utiliser la pervenche pour faire un parfum et qui feraient un bénéfice économique énorme avec ce parfum sans avoir de retour vers les populations autochtones. Par contre, le problème plutôt, c'est que cette régulation, elle empêche la recherche fondamentale d'avancer. Et je ne suis pas sûr qu'elle empêche bien les firmes multinationales de travailler, par contre. Parce qu'eux, ils ont beaucoup de moyens pour éventuellement contourner cette régulation ou la suivre, ou en tout cas bien gérer la procédure, alors que nous, dans les labos publics, on a beaucoup de mal à gérer cette procédure, qui est extrêmement chronophage et qui varie énormément d'un pays à l'autre. Et du coup, ça nous empêche d'avancer. Nous, en 2019, on a fait un échantillonnage d'insectes au Cameroun. On avait à l'époque un permis. Le protocole de Nagoya n'était pas encore mis en place. Il n'y avait pas cette structure, il n'y avait pas cette autorité nationale compétente qui était mise en place. En 2022, elle a été mise en place au Cameroun. Ils ont changé leur loi. Ils ont annulé tous les permis qui avaient été octroyés avant. Et il a fallu donc on n'a plus pu utiliser les échantillons qu'on a échantillonnés en 2019. Et on est actuellement, depuis un an, en train d'essayer de se mettre en règle vis-à-vis de ce protocole. Mais du coup, ça nous bloque. Et un an, c'est quand même pas rien. Donc c'est un an d'échange. On ne se comprend pas bien, c'est difficile. Les documents qu'ils demandent existent dans l'administration camerounaise, mais ils n'existent pas dans l'administration française. Donc voilà, ça pose des problèmes d'échange, de communication entre nous. Voilà. Et puis, je voulais juste rebondir aussi sur le fait que ce protocole, il a été signé par un certain nombre d'États, et puis il n'a pas été signé par un certain nombre d'États aussi, comme les États-Unis, par exemple, l'Australie. Et je me demandais,
Comment ils font ces États s'ils veulent utiliser des ressources génétiques à Madagascar ou ailleurs? Ils s'en privent pas. Alors c'est un problème de... Justement, vous soulignez un point important, c'est que globalement, tous les États ont signé le protocole de Nagoya, mais ne l'ont pas ratifié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le ratifie, ça veut dire qu'on doit créer une procédure spécifique pour que si le voisin nous demande d'accéder à nos ressources génétiques, on l'y autorise. Et donc évidemment, les Américains, ils sont très forts parce que pour demander aux autres, ils le font. Mais pour pouvoir accéder aux ressources génétiques américaines, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, les droits d'entrée sont très élevés, puisque chaque État fixe les règles qu'il veut bien fixer. Donc c'est un vrai sujet, bien sûr. C'est un vrai sujet, et on voit bien qu'en fait, il y a une inégalité de traitement entre les pays très riches et très puissants et les pays qui ne sont pas riches et pas puissants, et qui se font avoir à travers le pillage de leurs ressources génétiques, évidemment. Il y a des... Oui. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport au protocole de Nagoya. Est-ce que vous avez une idée du nombre de pics et de maths qui ont été signés par la France ou des entreprises françaises au jour d'aujourd'hui, depuis que le protocole est en force? Combien il y a d'entreprises qui ont utilisé des ressources génétiques? Combien il y a de contrats qui ont été signés, en fait? Donc auprès d'autres pays? Oui, tout à fait, ouais. Je ne peux pas vous dire. Plusieurs milliers. Plusieurs milliers? Oui. D'accord. Oui. Parce que bon, je peux apporter mon témoignage personnel, en fait, sur cet aspect-là, parce que je travaille dans des entreprises privées. Je suis microbiologiste. Donc, on avait l'habitude, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans cette entreprise. Et donc, on collectait de la biodiversité microbienne en Europe, essentiellement, en Europe de l'Est, pas mal. Et donc, à partir du moment où, en 2014, je crois, le protocole de Nagoya a été mis en force, donc mon entreprise a décidé d'arrêter, en fait. Donc, la conséquence, en fait, du protocole, c'était, au lieu d'être un retour par rapport à ces pays qui sont sources fournisseurs, en fait, notre entreprise a décidé d'arrêter cette collecte, en fait. Donc, voilà. Donc, mon sentiment, c'est que ça a été un peu contre-productif, puisqu'en fait, ça aurait pu effectivement être une source de revenus pour un certain nombre de pays. Mais je crains que cette source de revenus n'existe pas, parce que si, à l'image de mon entreprise, beaucoup d'entreprises ont fait la même en fait, stratégie, du coup, ça a un peu arrêté, quoi. Ce qui peut être bon ou mauvais, j'en sais rien, en fait. Mais en tout cas, mauvais pour les pays fournisseurs, quoi. On se dit la même chose. On se dit qu'on va arrêter d'aller étudier la biodiversité au Cameroun et dans d'autres pays au sein desquels c'est très compliqué de respecter les règles. Mais pourtant, ça part d'une très bonne intention, en fait, ce protocole. Mais l'implémentation, elle souffre d'une lourdeur et de problèmes de communication. Vous avez cité la pervenche de Madagascar. Est-ce que vous avez travaillé sur le cas de Poitevin, des recherches qui sont faites sur la pervenche en vue de faire un médicament contre le cancer avec le laboratoire Fabre? Et si oui, qu'est-ce que ça a donné? Spécifiquement, non. Non. En fait, dommage, on aimerait en savoir plus. Ce que demandent les États et ce qu'a fait la France à travers l'Office français de la biodiversité et le ministère de l'Environnement, c'est que vous avez des contrats PIC et des contrats MAT type, donc des arrêtés. Ce qui veut dire que l'État qui doit faire une demande ou le labo qui doit faire une demande, il doit remplir cet arrêté type, l'envoyer à l'administration qui va étudier la demande, et idem pour le MAT. Donc en effet, je comprends que pour le Cameroun, ça soit compliqué parce que chaque État, par rapport à sa propre culture, va essayer d'élaborer des documents types, mais c'est super compliqué. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de fixer de la régulation dans des éléments vivants. Voilà. Et c'est en fait ce que pose comme question le protocole de Nagoya, et je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il a été contourné de son objet initial, c'est est-ce qu'on peut, et c'est une question à la fois juridique, éthique, philosophique, est-ce qu'on peut s'approprier le vivant impunément? Donc impunément, c'est à moindre coût, parce qu'évidemment, l'accès à la pervenche de Madagascar, ça va coûter pas grand-chose, pour le compte d'un labo privé ou pour le compte d'un labo
publics. Mais globalement, les labos privés et les labos publics, bizarrement, 90% des demandes ou 95% des demandes sont issues de structures de l'hémisphère nord, c'est-à-dire des pays occidentaux. Et c'est là où le bas blesse, évidemment. C'est là où le bas blesse. Mais c'est un vrai sujet, bien sûr. Pas d'autres questions sur cet aspect-là? Bon, je vous propose qu'on continue un petit peu. Il nous reste une bonne demi-heure, on va dire, et que ça commençait à être évoqué un petit peu, qu'on voit comment les connaissances acquises, alors on a vu avec certaines complexités, sur, par exemple, les transferts génétiques dans la nature, sont employés in vitro, si je puis dire, pour réaliser des biotechnologies, comme c'est le cas, par exemple, si on prend CRISPR-Cas9, si je ne me trompe pas, puisqu'en fait, cette technique de ciseaux moléculaires qui a été développée est inspirée d'un fonctionnement naturel. Donc voilà. Tout à fait, ouais. La transgénèse, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, on en fait dans un nombre de contextes élevé. Donc il y a une grande diversité d'OGM. On connaît tous le maïs ou le soja OGM. Il n'y en a pas en Europe, a priori. Mais on utilise les OGM tous les jours, nous, au laboratoire, pour étudier la fonction des gènes chez la drosophile ou chez d'autres espèces d'intérêt, chez l'abeille, par exemple. On étudie les OGM, on modifie le génome des cellules humaines pour étudier le fonctionnement des cellules humaines au laboratoire. Et puis on utilise la thérapie génique aussi, qui vise à corriger des mutations génétiques qui sont produites dans les cellules du corps humain. Et ces différentes modifications génétiques, elles sont réalisées grâce à un éventail assez large d'outils, dont le dernier en date s'appelle CRISPR-Cas9. Mais il y en a plein d'autres. Et tous ces outils, ils sont issus de l'étude de la transgénèse naturelle. Je vous ai parlé tout à l'heure des transferts horizontaux naturels et de la manière dont les génomes évoluent. Donc, je vais aller rapidement sur les outils non CRISPR-Cas9 pour avoir un peu de temps sur CRISPR-Cas9 parce que c'était plus l'objet de la table ronde. Mais je voulais juste dire un mot sur le fait que la transgénèse, on en fait grâce aux éléments transposables. Les éléments transposables sont des séquences qui sont capables de sauter d'un endroit à un autre dans le génome. Elles sont présentes dans le génome de tous les êtres vivants. Elles constituent en général la majeure fraction du génome. Il y a plus de 50% du génome humain. Des 3 milliards de paires de bases qui constituent notre génome, il y en a plus de 50% qui sont constitués d'éléments transposables, qui sont issus de transposition, de duplication au cours du temps de ces éléments au cours de l'évolution. Voilà. Et puis on estime par exemple dans la population humaine qu'il y a une nouvelle insertion d'un élément transposable toutes les 20 naissances. Donc là aussi c'est une source de mutation bien sûr. Donc je vous ai mis un petit schéma qui montre comment ces éléments peuvent transposer. Ici on a une copie d'éléments transposables dans le génome qui va être transcrite, elle va être prise en charge par la protéine qu'elle code, et puis elle va être ensuite reverse transcrite et copiée ailleurs dans le génome. Et on va avoir comme résultat, on va avoir 2 copies qui vont être générées, même 3, puisqu'on en a une autre ici. Il y a différents modes de transposition qui existent. Mais vous voyez ici qu'on a un outil naturel qui peut permettre de modifier le génome. Si dans cet élément transposable, on rajoute un gène, eh ben, on peut copier ce gène quelque part d'autre dans le génome. Si on prend un gène, je ne sais pas moi, d'homme, qu'on veut intégrer dans le génome d'une bactérie, on peut l'intégrer dans un élément transposable de bactérie, et puis on va injecter ça dans les milieux de culture, et cet élément va s'intégrer dans le génome de la bactérie et intégrer avec lui le gène humain dans le génome de la bactérie. Donc ça, c'est un premier outil qu'on peut utiliser. Et en plus de transposer, de sauter dans le génome, dans un génome donné, on a montré, nous, au labo, avec mon équipe, que ces éléments transposables ont été fréquemment impliqués dans des transferts horizontaux, dans des échanges de gènes entre espèces animales. Vous voyez ici, c'est l'arbre phylogénétique. Bon, il est présenté de manière inversée, mais vous voyez, c'est l'arbre phylogénétique des vertébrés, avec des poissons, des reptiles, des oiseaux, des mammifères. Donc chaque branche de l'arbre, c'est une espèce. Et les liens ici que vous voyez en rose et violet,
ils illustrent des transferts horizontaux d'une espèce à l'autre d'éléments transposables. Donc ça, c'est une étude de génomique qu'on a fait il y a quelques années, systématique à large échelle. On a étudié le génome de toutes ces espèces, il y en a environ 300, et on a inféré, on a compté le nombre d'événements de transferts horizontaux qui se sont produits au cours de l'évolution, impliquant des éléments transposables. Et on en a compté presque 1 millier. Ce que vous pouvez voir, c'est que la plupart ici impliquent des poissons. Donc il y a eu beaucoup plus de transferts entre poissons que de transferts impliquant des mammifères, par exemple. Mais là, dans cette étude, on a comparé uniquement les génomes de vertébrés entre eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à savoir s'il y avait eu des transferts entre insectes et vertébrés, par exemple. Voilà. Donc juste pour dire que ces éléments transposables, ils sont capables à la fois de sauter d'un endroit à l'autre dans un génome donné, dans le génome d'une espèce donnée, mais ils sont aussi capables de transférer horizontalement entre espèces. Via une bactérie ou quelque chose. C'est une question sur laquelle on travaille. On ne sait pas exactement, on ne sait pas comment ces transferts se sont produits. On sait qu'ils se sont produits parce que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la séquence, l'ADN de ces éléments transposables entre deux espèces de poissons, il va être quasiment identique, alors que ces poissons ont divergé il y a 200 millions d'années. Et on ne peut pas expliquer ce niveau d'identité au niveau de la séquence des éléments transposables si cet élément a été transmis verticalement depuis 200 millions d'années. On ne s'attend pas à un niveau très élevé d'identité génétique entre des espèces qui divergent depuis 200 millions d'années. Donc nous, ce qu'on a noté ici dans cette étude, c'est qu'il y avait énormément de transposons qui, entre espèces, étaient beaucoup plus similaires entre eux que ce à quoi on se serait attendu s'ils avaient été hérités d'un ancêtre commun, verticalement, via la reproduction. Donc on infère ces transferts horizontaux, on est sûr qu'ils se sont produits, c'est pas possible autrement. Par contre, on ne sait pas comment ils se sont produits. Il y a des hypothèses. On étudie notamment la possibilité que certains virus soient impliqués, encore une fois. Ces transferts, ils se sont produits aussi entre plantes. On pense qu'il y a d'autres modalités qui ont pu favoriser ces transferts entre les plantes. Voilà. Mais il n'y a pas de mécanisme encore bien connu et caractérisé chez les animaux, chez les plantes. Donc voilà, oui. Pardon. Je vais vous passer le micro. Hop. Oui, alors... Juste un constat, c'est que c'est dans le milieu aquatique où il y a le plus d'échanges. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était quelque chose où vous avez pointillé ou vous avez cherché un peu plus loin par là? C'est une bonne remarque. Les poissons sont aquatiques, ils utilisent la fécondation externe, ils relâchent leurs gamètes à l'extérieur de leur corps, ce qui expose les gamètes potentiellement plus fréquemment à de l'ADN étranger qui pourrait... Donc on s'est posé cette question... Et on a refait une étude récemment où là, on a élargi l'échantillonnage à tous les animaux. On ne s'est pas focalisé uniquement sur les vertébrés. Et on a échantillonné plein d'animaux aquatiques, donc des mollusques aquatiques, des limules, donc des chélicérates aquatiques, plein d'animaux aquatiques qui ont colonisé le milieu aquatique indépendamment au cours de l'évolution. Donc indépendamment. Ça, c'était important. Et à chaque colonisation, on s'est demandé si... En fait, on a inféré le nombre de transferts horizontaux dans les animaux, chez les animaux aquatiques et chez les animaux non aquatiques. Donc là, ici, on a inféré le nombre de transferts chez les poissons et chez les mammifères. Donc ici, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus chez les poissons que chez les mammifères au sein des vertébrés. On a fait la même chose chez les mollusques, chez les insectes, chez les chélicérates, donc les araignées, etc. Et on a demandé si, à chaque fois, pour chacune de ces colonisations indépendantes du milieu aquatique, il y avait plus de transferts dans l'eau que au milieu terrestre. Et ce n'est pas le cas, pas du tout. Donc on pense que ce n'est pas seulement le milieu aquatique qui explique ça. Il doit y avoir d'autres facteurs. Mais c'est une question sur laquelle on travaille actuellement. Un autre outil qui a été beaucoup utilisé, qui est toujours en transgénèse, ce sont les virus, notamment les rétrovirus, les lentivirus. Les lentivirus, c'est la famille de rétrovirus à laquelle, encore une fois, appartient le virus, le VIH. Donc on sait que les rétrovirus pénètrent dans les cellules et intègrent leur génome à l'intérieur du génome de la cellule infectée pour pouvoir se répliquer. Donc pour ça, ces virus, ils codent une enzyme qui leur permet de faire ça, qu'on appelle la reverse transcriptase. Et puis il y a une intégrase aussi. Et donc, voilà, ces virus, ils ont tous les outils moléculaires pour faire de la transgénèse. Donc on les a domestiqués au cours du temps, on les a modifiés pour qu'ils soient plus dangereux. On arrive à intégrer des gènes d'intérêt dans leur génome et on peut aujourd'hui injecter certains virus, des rétrovirus, mais il y a aussi des adénovirus. Et ils sont beaucoup utilisés, notamment en thérapie génique à l'heure actuelle. Ça, c'est un deuxième type d'outil. Je vous ai mis aussi ici les bactéries.
Parce que chez les bactéries, contrairement aux animaux et aux plantes, il y a énormément de mécanismes qui ont été décrits qui génèrent du transfert horizontal. La transformation, par exemple, dans certaines conditions, la membrane des cellules bactériennes devient poreuse et elle peut accepter de l'ADN qui vient de l'environnement. Cet ADN peut être intégré dans son génome. C'est la transformation. Il y a la conjugaison aussi, où là on a la formation d'un espèce de microtube entre deux individus de bactéries qui échangent un petit chromosome circulaire qu'on appelle le plasmide. Donc ça, c'est très, très étudié dans tous les laboratoires de génétique et de microbiologie dans le monde entier pour isoler des gènes et les amplifier et les modifier. Et donc, voilà, chez les bactéries, c'est très bien connu. Et il y a beaucoup d'outils de microbiologie, de biotechnologie génétique qui dérivent de nos connaissances qu'on a sur les transferts horizontaux chez les bactéries. Et puis enfin, il y a l'outil peut-être le plus récemment mis au point, qui est CRISPR-Cas9, qui provient aussi d'un système naturel qui est présent chez les bactéries. En fait, les bactéries, elles utilisent CRISPR-Cas9 pour se protéger des virus. C'est un système immunitaire antiviral chez les bactéries. Donc vous voyez ici à gauche, je vous ai mis ce qui se passe naturellement chez une bactérie, et puis à droite, la manière dont on a domestiqué le système pour l'utiliser et pour éditer les génomes, modifier les génomes. Donc là, dans une cellule bactérienne, lorsqu'un bactériophage, un virus de bactérie infecte une bactérie, il injecte son matériel génétique. Et vous avez un processus, des mécanismes qui vont médier l'intégration de fragments du génome du virus dans un endroit du génome qui est CRISPR, en fait. C'est un endroit où il y a des petites séquences répétées. Je vous passe l'acronyme CRISPR, mais en gros, ça veut dire petites séquences régulièrement répétées. Et donc, un bout de génome du virus va être intégré dans cette région. Il va ensuite être exprimé en ARN. Cet ARN, ici, va être reconnu et combiné à un autre ARN qui est en amont du gène Cas9, qui est lui aussi exprimé. Donc ces deux ARN vont se joindre, vont se lier l'un à l'autre, le petit tracker ici. Ce tracker ARN va être reconnu par la protéine Cas9, qui est un gène qui est proche du locus répété ici, donc qui forme cette protéine verte. Et ce complexe va ensuite reconnaître le génome du virus et pour médier sa coupure, de multiples coupures dans ce génome via l'activité de ciseaux moléculaires exprimée par Cas9. Et ce qui va aboutir à la destruction du génome du virus. Et donc, nous, on a domestiqué donc, quand je dis nous, c'est un ensemble de collègues. Moi, j'ai rien fait. C'est notamment une collègue française qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui a eu le prix Nobel de chimie, d'ailleurs, en 2020, pour ses travaux sur ce système. Donc on arrive aujourd'hui à utiliser Cas9 pour modifier le génome de plein de manières différentes. Il suffit de dessiner un petit fragment comme ça d'ARN qu'on appelle un ARN guide d'une vingtaine de paires de bases. Cet ARN, il est couplé au tracker ARN. Il va être reconnu. On peut injecter donc cet ARN et la Cas9 dans des cellules, que ce soit des lignées cellulaires, ça peut être aussi des œufs, des embryons de l'espèce sur laquelle on travaille. Et donc cet ARN guide, il va reconnaître un endroit bien spécifique dans le génome. Et c'est ça qui est vraiment très novateur dans le système CRISPR-Cas9, c'est qu'avant, donc tous les outils de transgénèse que j'ai présentés jusqu'à présent, avant CRISPR-Cas9, ils n'étaient pas spécifiques d'une cible particulière. On pouvait difficilement maîtriser la région cible. En fait, donc les mutations se produisaient de manière un peu aléatoire dans le génome. Alors qu'ici, on peut cibler vraiment un gène particulier, même au sein de ce gène, une région bien spécifique, au nucléotide, à la paire de bases près. Et donc cet ARN guide va guider la protéine à un endroit bien spécifique du génome, qui va couper le génome ici, à cet endroit, qui est homologue à l'ARN guide. Et ensuite, il peut se passer plusieurs choses. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait juste ça, parce qu'on veut inactiver un gène. Donc, il y a une coupure, on coupe les deux brins de l'ADN.
les mécanismes de réparation de l'ADN naturellement présents dans la cellule vont entrer en jeu, réparer cette coupure, et généralement ces mécanismes, ce sont des mécanismes qui font quelques petites erreurs, et ces petites erreurs, elles suffisent à inactiver le gène. Donc ils vont rajouter une paire de bases ou en enlever 2, ce qui fait que le gène ne pourra plus être transcrit correctement et la protéine ne pourra plus être produite. Maintenant, on peut aussi utiliser CRISPR-Cas9 pour intégrer un nouveau gène. Il suffit en même temps qu'on injecte l'ARN guide, la protéine, d'injecter un plasmide. Donc c'est un petit bout d'ADN bactérien comme ça, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans lequel on a mis un gène d'intérêt, par exemple ici en rouge, et de part et d'autre de ce gène, on fait en sorte que la région du plasmide soit identique à la région du génome qu'on veut modifier ici, de part et d'autre de cette région. Ce qui fait que pendant la réparation de la cassure générée par CRISPR-Cas9, on va avoir une recombinaison entre le plasmide et le génome cible. Il va y avoir un échange qui va se produire entre le plasmide et le génome cible, ce qui va résulter en l'intégration du gène porté par le plasmide dans le génome cible. Voilà en gros, très simplement, schématiquement, comment ça fonctionne. Oui, alors justement, j'avais demandé si jamais il y avait une question, parce que c'est assez complexe. Juste une question. Quand on voit les cellules bactériennes, ça veut dire qu'en fait, on peut détruire certaines bactéries grâce à ça. Donc, par exemple, quand une personne a une maladie suite à une infection bactérienne, est-ce qu'on peut détruire directement la bactérie sans abîmer le corps humain en tant que tel? Non, là c'est le génome du virus essentiellement qui est détruit là. Hein. Ouais. On peut pas vraiment détruire les bactéries avec ce système-là. En tout cas, c'est pas utilisé pour ça. Ouais. Et alors Julien, au niveau du droit, comment on va encadrer, justement, on commence à parler des applications, tout ce que ces outils peuvent nous permettre de faire, et notamment on voit avec CRISPR-Cas9 que les possibilités sont de plus en plus importantes. Ça interroge la question des transgènes et le fait de faire du trafic de gènes et de génomes. Alors ça s'est traduit au niveau international par les questions des OGM, hein, puisque si je ne m'abuse, les OGM, ça existe depuis le début des années 70. Et donc, il y a eu un mouvement, notamment en France, à travers la question du soja, OGM. Donc, vous voyez, c'est 86, 87, et c'est là où on a commencé à dire, mais OK, ces trafics de gènes, c'est transgénique, c'est bien, ok, peut-être, mais est-ce qu'il ne faut pas se prémunir d'excès? Et quels sont les excès? En gros, si on mange du maïs transgénique ou du soja pendant 20 ans, est-ce que je ne vais pas tomber malade? Est-ce que je ne vais pas avoir des maladies? Et donc c'est Greenpeace à l'époque qui avait alerté, avec José Bové qui avait pris le relais, rappelez-vous. Et donc finalement, à la fois la France et à la fois l'Union européenne se sont saisis de cette question. Et la réponse du droit, elle est simple, c'est est-ce qu'il faut et comment il faut appliquer le principe de précaution? Est-ce qu'il faut appliquer le principe de précaution? Oui, bien sûr, puisque le principe de précaution, c'est quand on ne sait pas. Est-ce que si je mange du soja fou pendant 20 ans, 30 ans, je ne vais pas choper une maladie? Qui aujourd'hui peut prétendre à 100% savoir qu'il n'y a aucun risque? On ne sait pas, surtout s'il y a des mutations de gènes. Et par ailleurs, comment on l'applique? Donc le comment on l'applique, c'est tout le cadre juridique français et européen. Donc il y a eu d'abord une loi française qui a fixé un cadre en disant il faut qu'il y ait une autorisation. Qui va donner cette autorisation de pouvoir, en gros, semer du maïs transgénique? C'est le ministère, donc l'État. Ensuite, au niveau européen, il y a eu un moratoire pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 2014 et en 2015, où là, il y a eu un nouveau cadre qui a interdit à l'échelle de l'Union européenne, et donc en France, de faire de la culture d'OGM. Alors, ça ne s'est pas fait en douceur, tout ça. Il y a eu pléthore de jurisprudence en France, puisque vous avez eu tout un tas de maires qui ont pris, à travers des arrêtés municipaux, des arrêtés d'interdiction, parce que, évidemment, la population s'est largement manifestée.
Et aujourd'hui, la question qui est réinterrogée à travers ces trafics de gènes, c'est celle qui considère ce qu'on appelle les nouveaux OGM, puisque en gros, en droit européen, on n'a pas le droit de faire de la culture d'OGM. Que font les firmes avec, en effet, ces nouveaux produits que vous avez ici? C'est de passer simplement par... les nouveaux OGM, c'est justement ces nouvelles techniques génomiques que j'évoquais en introduction. Voilà. Donc, vu qu'on ne peut plus passer par la porte, on va essayer de passer par la fenêtre. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau du Parlement européen et également du droit français avec la nouvelle loi agricole, c'est de dire on a une structure qui s'appelle ANSES à l'échelle française, mais vous avez l'équivalent à l'échelle de l'Union européenne. On ne veut plus de cette structure parce que ça retarde les délais, parce qu'il y a des gens bizarres qui disent qu'il faut appliquer le principe de précaution, en gros. Donc on modifie la structure dans laquelle, aujourd'hui, enfin demain, si la loi est votée, on n'aura que des représentants, en effet, de labos. Voilà. Donc en clair, on n'aura plus d'autorité indépendante qui sera chargée de faire des études, si possible indépendantes, et ça c'est un vrai sujet, des études scientifiques indépendantes, par qui elles sont financées, évidemment. Mais aujourd'hui, on règle le problème puisqu'on va avoir une structure qui va donner des avis, et donc forcément le gouvernement suivra les avis, mais cette structure, elle sera composée essentiellement d'entreprises privées. Donc voilà, le droit interroge toutes ces questions posées finalement par la pratique. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la recherche scientifique. C'est pourquoi on fait des OGM? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Qui va en profiter? Et le qui va en profiter, on se rend compte quand même que, en gros, c'est quand même toujours un peu les mêmes. Et vous voyez, on n'applique pas le protocole de Nagoya, bizarrement, s'applique pas à travers les OGM. C'est l'échec du protocole de Kuala Lumpur, qui était l'équivalent, et qui signifiait que, en gros, celui qui découvre un OGM, le labo, et que finalement on s'aperçoit que ces OGM génèrent des dommages à la population, il n'est pas responsable. Donc je crée un nouveau produit, un nouveau OGM. S'il y a des morts, ce n'est pas moi le responsable. Donc évidemment que le droit doit se saisir de cette question par rapport à la question de la responsabilité, pour éviter de faire n'importe quoi, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces points-là? Non, personne. Alors j'ai quand même envie de demander les pistes d'évolution. Est-ce qu'il y a des projets en cours justement par rapport à ces nouveaux types d'OGM, si je puis les appeler comme ça, avec ces nouvelles techniques génomiques, au niveau du droit, des travaux pour réussir à réguler peut-être d'une autre façon? On a l'impression que le droit ne peut jamais se positionner apparemment sur les outils en eux-mêmes et les techniques qui sont employées. Le droit, c'est qu'un outil qui est fait par les hommes pour les hommes. Donc forcément, le droit, comme tout outil, il est orienté, il est façonné par quelques-uns, il subit des influences. On voit bien tous les débats qu'il peut y avoir au niveau du Parlement européen ou du Parlement français. Mais évidemment, derrière, comme on estime, alors c'est un avis personnel évidemment que je donne ici, mais comme on estime que tout ça, c'est quand même bon à la fois pour le progrès, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire, le progrès, et que c'est bon pour le business, on y va. Et puis tant pis pour principe de prévention, principe de précaution, participation du public, tous ces grands principes du droit international qu'on a quand même signé, ratifié tous ensemble, 195 États, c'est pas rien, en 92, sauf que dans la mise en œuvre, ça pose problème. Et qui en profite, c'est quand même toujours les mêmes. C'est-à-dire les Monsanto et autres, que je cite. Voilà, parce que derrière, vous avez globalement toujours les mêmes acteurs privés. Il ne faut pas se voiler la face. Je vous passe le micro. Oui, j'avais une question par rapport à la finalité des OGM, en fait. Est-ce qu'il y a des pistes en termes juridiques pour essayer de définir les champs d'application des OGM? Je pense qu'on n'a pas besoin d'OGM pour nourrir la planète. On peut très bien nourrir la planète sans OGM.
L'Europe n'a pas d'OGM et on n'est pas mort de faim. Voilà. Par contre, dans le domaine en fait médical, c'est peut-être des choses qui sont plus à discuter. Est-ce qu'il y a cette piste-là en termes juridiques de faire la distinction entre les finalités? Mais très bonne question. Alors ça réinterroge les définitions. Sauf qu'on a, vous voyez aussi dans les définitions, entre celles issues de cette directive européenne et la définition issue de la loi française, on va voir des différences. Parce qu'évidemment, vous avez des approches culturelles qui sont importantes, et se mettre d'accord à l'échelle de l'Union européenne à 27, c'est pas une mince affaire. Donc malheureusement, le droit essaye de fixer un certain nombre de limites, de se prémunir contre des excès, mais ça n'est qu'un outil parmi d'autres, et c'est clair que le droit peut pas tout. Le droit ne peut pas tout. Donc j'aurais plutôt tendance à vous répondre par la négative. Mais à l'heure actuelle, la thérapie génique, ça existe en France et dans d'autres pays européens. Donc il y a déjà une différence sur les finalités quand même qui existe. Oui, mais est-ce que les frontières sont clairement définies? On voit bien que tous les débats sur justement ces choses-là, les lois bioéthiques, elles sont d'une complexité redoutable, ne serait-ce qu'en France. Et donc, finalement, ça renvoie à des interprétations qui ne sont jamais équivalentes d'un pays à un autre, d'une entreprise ou d'un acteur public à un autre, parce qu'on est dans des choses très floues. On est dans des définitions floues, dans des interprétations très floues et dans des réglementations qui sont évidemment très, très floues. Mais tout ça, c'est fait exprès. Et vous voyez bien qu'en France, on a toutes les peines du monde à appliquer le principe de précaution, quand bien même ce dernier figurait à l'article 5 de la Charte constitutionnelle. Mais le juge français est très frileux par rapport au principe de précaution. Et dans tous les recours juridiques, on évoque le principe de précaution, mais ça arrange personne, parce qu'on a l'impression que si on applique le principe de précaution, ça va être un frein à la recherche. En réalité, c'est tout le contraire. C'est pour éviter de mettre sur le marché un truc dont on ne sait pas trop s'il est dangereux, et pour inciter les pouvoirs publics à faire plus de recherche scientifique pour savoir si notre soja fou, il est bon pour la santé. Voilà. Mais sauf que ce principe de précaution, on ne l'applique pas du tout, parce que vous avez une limite économique. C'est-à-dire que si ça coûte trop cher de faire des études supplémentaires pour savoir si l'OGM est bon ou pas pour la santé, on ne le fait pas. Donc la limite, elle est économique. Mais ça, on l'a décidé comme ça en France. Oui, c'est pas du tout, même si c'est pensé à l'échelle par exemple de l'Union européenne, certaines applications du droit, où on a parlé de droit international. Par contre, selon les pays, il va y avoir finalement... Absolument. D'accord. Absolument. Oui. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, Clément a parlé en fait de tout ce qui était à l'origine de la diversité génétique, qu'elle soit naturelle avec les pinsons de Darwin, la diversité des becs, ou alors encore qu'elle soit orientée via les nouvelles technologies, donc qui manipulent les génomes. Et je me demandais dans quelle mesure le protocole de Nagoya prend en considération cette diversité génétique, parce que finalement le protocole de Nagoya protège les ressources génétiques, mais sachant que ces ressources génétiques sont telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais qu'elles seront différentes demain avec les mutations, dans quelle mesure, en fait, le protocole de Nagoya le prend en considération? Parce que, finalement, les OGM représentent des organismes qui ont été génétiquement modifiés et qui traversent les frontières malgré tout, quelque part. Et dans quelle mesure, en fait, Nagoya prend en considération les OGM aussi? C'est en effet une très bonne question, parce que c'est une vraie difficulté. On appréhende la biodiversité à travers des ressources génétiques et on ne tient absolument pas compte, justement, des liens qu'il peut y avoir dans le vivant et entre espèces. Et ça, on ne sait pas comment en tenir compte dans le droit, si ce n'est à travers la dimension de conservation. Parce que quand on met en place un instrument de conservation, on va créer une réserve naturelle, un parc, etc., ça veut dire qu'implicitement, on tient compte du fait que toute la biodiversité dans cet espace donné va évoluer, et donc il faut essayer de maintenir cette dynamique du vivant.
Mais c'est complexe pour le juriste, parce que fixer un cadre juridique dès lors qu'on sait ce qu'on veut protéger, pourquoi et comment, c'est facile. Quand il faut protéger un truc qui va évoluer dans le temps, qui va avoir peut-être plusieurs fonctions, mais qu'on n'a pas encore forcément découvertes, etc., c'est d'une complexité sans nom. C'est pour ça que le droit, ça n'est qu'un outil parmi d'autres, mais c'est forcément un outil limité. Parce que ce truc-là, ce vivant, entre ressources génétiques, il n'est pas tellement capable de l'appréhender, ou en tout cas insuffisamment. On a le temps pour une dernière question, peut-être, ou une remarque, si jamais. Non, personne ? Écoutez, je vous propose qu'on reste sur cette idée du droit qui doit essayer de saisir quelque chose de fluctuant alors qu'il peut que donner des réponses figées, si je résume. Je vous remercie à tous les deux. Je vous remercie également. Merci. Et pour vos échanges. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.